Bonjour et bienvenue à tous et toutes. Je suis Karine Anselme, journaliste et auteure. J'ai l'esprit en joie et les neurones en ébullition à la perspective de vous présenter ce podcast dédié à la poétique du cerveau. 1500 cm3 de volume cérébral qui, malgré les incroyables avancées des neurosciences, n'ont pas encore révélé tout leur mystère ni tout leur pouvoir. En ces temps de surcharge mentale généralisée, comment prendre soin de ce cerveau, de sa plasticité, pour en faire un allié vers plus d'équilibre, de présence, de bien-être, voire de performance? Quelles sont ses limites et quels sont ses liens avec l'infinie magie de l'esprit? De quelle manière la beauté peut-elle sauver notre cerveau, voire le transformer? Nous esquisserons ces quelques questions autour de ce vaste sujet avec nos 3 invités passionnés. Nous affûterons nos habiletés mentales et apprendrons à mieux gérer notre stress avec Anthony Mette, docteur en psychologie et préparateur mental, un étonnant métier dont il nous révélera toutes les arcanes. Le neurologue Antoine Sénanque nous révélera ensuite pourquoi le cerveau l'a beaucoup déçu, alors que l'esprit non. Enfin, nous enchanterons nos neurones avec un autre neurologue éminemment poétique, spécialiste de l'empathie esthétique. Pierre Lemarquis nous invitera à nous émerveiller, à côtoyer la beauté, à jouir de la musique pour prendre soin de notre cerveau et le transformer. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant qui explore librement les frontières entre science, psychologie et spiritualité, au travers d'articles, enquêtes et outils pratiques jetant des ponts entre visible et invisible. Vous retrouverez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour nos abonnés. Il est aussi disponible en partie sur les plateformes classiques. Pensez à nous soutenir pour profiter de toute la richesse de l'univers inexploré en format papier et numérique. Dans ce monde confrontant, inondé d'informations, d'obligations de performance et d'imprévus, le stress monte et le cerveau sature. Or, comme le dit Edgar Morin, quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive. Bonjour Anthony Mette, qu'est-ce que cela vous inspire? Bonjour Karine. C'est inspirant, en effet, il y a beaucoup de références sociologiques en ce moment sur le monde qui change, la rapidité, les écrans évidemment et la sursollicitation cognitive que nous avons, qui en effet change beaucoup de choses pour nous cérébralement, psychologiquement, et on est en train, je pense, de changer un peu de paradigme déjà. Et je vois beaucoup de patients, de gens que l'on forme, qui sont en recherche de lenteur, de revenir au calme, à l'instant présent, un thème qui est très actuel aussi par la méditation, et de revenir à une sorte de contemplation et de vie un peu plus cool. Et il est fort possible que le Covid a aidé à cette démarche-là. Donc Anthony Mette, vous êtes docteur en psychologie, vous êtes également préparateur mental. En quoi consiste cet étonnant métier? Alors, c'est presque la même chose, concrètement. La différence, ça va être l'objectif. Quand je suis psy, j'accompagne des personnes qui sont en recherche, on va dire, de bien-être personnel ou d'équilibre psychologique dans leur quotidien global. Et quand je suis préparateur mental, dans le même bureau, avec les mêmes vêtements ou presque, j'accompagne des gens qui sont en recherche de performance, de résultats. Donc, ils veulent être meilleurs dans ce qu'ils font. Donc, c'est souvent le sport pour ce qui me concerne. Mais ça peut aussi être la politique. J'ai eu beaucoup de clients, patients qui venaient de l'entreprise, évidemment, de l'art aussi, de la culture. Beaucoup de musiciens, de danseurs, d'artistes qui veulent atteindre l'excellence dans ce qu'ils font, pour prendre un terme, on va dire, moins connoté performance, et qui considèrent que le mental est des fois un frein ou un obstacle à leur réussite pleine et entière. Et quel est le lien entre la puissance du mental et l'optimisation du cerveau? C'est une question très compliquée parce que j'aimerais vous répondre de façon très quantitative, très chiffrée, très scientifique et on ne peut pas encore le faire parce que le mental c'est tout. Déjà pour un sportif, le mental c'est les yeux, la mémoire, la concentration, c'est tout en fait. Donc tout passe par le cerveau, donc c'est à la fois tout et c'est aussi rien si on veut prendre la distance, mais vous savez, les sportifs, comme beaucoup de gens, s'entraînent beaucoup techniquement, tactiquement, ils ont des plans, des stratégies, tout ça, mais ils ne s'entraînent pas forcément mentalement. On n'a pas une culture en Occident, en France, à mettre en place des
des entraînements psychologiques mentaux. Ou alors on le fait mais sans réel protocole ou sans réel comment dirais-je, objectif ou plan vraiment organisé. Alors qu'on voit que dès qu'on s'entraîne un peu mentalement, on est tout de suite plus concentré, plus attentif, on gère mieux ses émotions, on gère mieux son stress et tout de suite, généralement, on performe. Ça va très vite. Et vous avez cité un mot qui m'avait titillé dans votre dernier ouvrage, Un mental pour gagner, comment atteindre l'excellence, paru chez Vigo. En tout cas, ça m'a vraiment interpellée. Il y a un glissement sémantique. Vous parlez moins de performance, mais vous parlez d'excellence. Je voulais voir déjà quelle était la nuance entre les deux et également quelle était la place du sens dans cette excellence. J'ai changé en effet de terme au fil du temps et de mon âge, enfin de l'âge, même si je suis pas très vieux, parce que je trouve que la performance est très connotée entreprise et résultats. Et ce qui m'intéresse finalement, avec la sagesse venant, c'est de plutôt aider chacun à atteindre l'excellence de ce qu'il peut faire dans son domaine d'activité. Ce qui est un peu plus neutre, je trouve, d'un point de vue sémantique et de résultats, auto-recherche de résultats. Et je trouve que l'excellence est un terme qui est pas mal aussi parce qu'il permet de se différencier de la perfection, qui, on le sait, n'est jamais vraiment atteignable et qui, du coup, amène du stress tout de suite. Parce que quand on recherche la perfection, évidemment, le cerveau sait que c'est impossible et du coup, il se met en panique. Alors que l'excellence, ça laisse une petite marge de négociation et ça laisse aussi une marge à chacun d'aller vers ce quoi il peut faire d'excellent. Et donc, je trouve ça plus sympa, vraiment, comme terme. Tout à fait. Et le sens là-dedans, est-ce que c'est intégré également, donc ce qui peut nous donner une joie, une satisfaction, avoir du sens comme une mission de vie, on dirait, dans ce terme d'excellence. Oui, mais je vous disais avec un petit peu d'ironie que la sagesse qui venait en moi, j'avais changé ça. Mais c'est aussi parce que j'ai accompagné beaucoup de très très grands sportifs, vraiment de très haut niveau, qui ont atteint dans leur discipline le meilleur niveau, quoi. Numéro 1 mondial, des médailles olympiques, des titres de champion du monde. Et c'était un peu le but de leur vie quand ils ont commencé. Enfin, le but de leur démarche sportive, c'est des gars qui ont vraiment un profil exceptionnel et très atypique. Et quand vous les voyez à 6 ans, ils vous disent déjà, moi, à 6 ans, je vais être champion du monde. Alors, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire, mais ils ont déjà une espèce d'hyper-ambition ou de motivation un peu hors norme, une sorte de détermination, on dirait en psychologie du sport, qui est grandiose. Et lorsqu'ils ont atteint ça, en fait, ils sont un peu vides. Ils ne trouvent plus quoi faire d'autre, ils perdent un peu leur motivation, leur objectif de vie en soi. Et donc, il faut le transformer. Ils se rendent compte qu'en fait, viser l'excellence, ça va inclure plus de choses. Ça va inclure aussi trouver une sorte d'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle ou sportive, trouver une sorte d'harmonie entre tout ça, trouver une façon aussi d'être quelqu'un de meilleur, parce que juste performer, en fait, à un moment donné, ça a ses limites. Et c'est ce que, en fait, on retrouve dans tous les domaines, dans l'entreprise. Beaucoup de grands patrons, de grands créateurs, lorsqu'ils ont réussi, qu'ils ont vraiment atteint les sommets, ils s'ennuient un peu. Ou ils cherchent autre chose, en fait. Leur mission de vie change avec le temps, l'âge et l'expérience et les réussites ou les échecs. Et donc, ils en viennent à peu près tous au même résultat, c'est de trouver un peu plus de lien social, d'harmonie dans leur entourage direct ou indirect et de trouver quelque chose de plus profond, je pense. Et ce profond, souvent, c'est l'excellence en tant que personne plutôt qu'en tant que sportif ou entrepreneur. Oui, et vous citez d'ailleurs un psychologue clinicien du sport, Cédric Quignon-Fleuret, qui fait ce lien entre performance, bien-être, en disant que c'est quelque chose de très complexe. Et ça l'est d'autant plus, on l'a vu les derniers temps, avec certains sportifs de très haut niveau qui ont vraiment, entre guillemets, pété les plombs, parce que la charge est trop importante. Donc je pense que vraiment, on peut peut-être trouver un chemin pour gagner autrement que simplement être le meilleur, même si bien sûr c'est leur Graal, mais quel serait, si vous accompagnez un sportif de haut niveau, comment vous pouvez l'accompagner à gagner, mais sur d'autres plans que simplement la médaille? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ça. En effet, on me demande souvent en conférence si on peut gagner, performer en étant malheureux. Je réponds oui, sans aucun problème.
c'est tout à fait possible. Par contre, performer longtemps en étant malheureux, ça ne tient pas la route. Ça a ses limites. Mais beaucoup de sportifs sont malheureux. Hein, vous savez, de toute façon, le sport est très exigeant physiquement et beaucoup de sports sont très ingrats, sont violents physiquement, sont... comment dirais-je, vous sollicitent énormément, vous coupent du monde, de plein de choses et sont juste éprouvants physiquement. Donc beaucoup de sportifs de très haut niveau sont en fait très malheureux et n'ont pas du tout trouvé le bien-être. Ils ont trouvé l'argent, la gloire, les supporters, plein de choses, mais pas le bien-être au quotidien. Et s'ils veulent durer longtemps, ils comprennent qu'ils vont devoir changer un peu leur quotidien pour le coup et trouver une sorte d'harmonie, d'équilibre dans tout ça. Donc là, nous, on intervient généralement et on essaie de rééquilibrer la machine, ce qui n'est pas facile. Parce que viser l'excellence demande vraiment de faire des sacrifices et de prendre des choix, enfin de faire des choix très, très clairs. Et c'est pas toujours simple. La finalité de la question, c'est vraiment comment vous accompagnez les sportifs vers cette excellence. Alors, je pense que la clé, c'est de mettre du sens dans ce que l'on fait et qu'encore une fois, le sens de ce que l'on fait varie beaucoup en fonction de nos âges et de nos parcours de vie, échecs, réussites, rencontres, tout ça. Donc moi, j'essaye de les amener à trouver le sens de ce qu'ils veulent faire, fondamentalement, qui n'est plus que gagner à un moment donné. Et on essaye de retrouver de l'harmonie entre la vie familiale, la vie affective au sens large, les amis, les relations personnelles, tout ça. Le voyage, des fois aussi, c'est un très bon outil. Et certains ont une démarche aussi, une quête un peu spirituelle, mystique, religieuse, on l'appelle comme on veut, mais pour moi, c'est presque la même chose. Donc, on essaye d'y répondre. Alors, moi, je ne réponds pas directement, parce que je reste psy et non pas prêtre ou je ne sais quoi. Mais j'essaye d'y répondre en leur proposant des lectures ou en les amenant à rencontrer tel conférencier, tel guide ou tel maître spirituel, peu importe. Ça passe aussi, pour moi, beaucoup par la méditation, parce que la méditation est un outil vraiment de rééquilibrage mental. Ça permet évidemment de retrouver de l'instant présent, donc ça veut dire de diminuer le flux des pensées et surtout d'avoir des pensées plus positives, ce qui en soi est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et j'ai perçu, alors pour moi directement et aussi pour les gens que j'ai accompagnés, que lorsqu'on médite beaucoup, inévitablement, ses besoins aussi changent et ses attractions pour l'environnement ont aussi... bouge. Je vais être très concret, ça veut dire que lorsque vous méditez beaucoup, vous êtes en recherche quand même de plus de calme au quotidien, de tranquillité, plus de nature, plus de sérénité. Vous êtes en recherche de relations plus harmonieuses, plus apaisées. Vous êtes en recherche de personnes, d'amis qui sont plus positifs, plus stables émotionnellement, plus maîtres de leurs émotions. Vous êtes en recherche d'une certaine sérénité, je pense. Et donc, on accompagne les sportifs qui en ont le besoin et la démarche vers ça. Mais c'est vraiment pour des sportifs déjà quand même très avancés en termes de niveau et de réussite en termes de performance. Et donc, en fait, gagner serait un petit peu embrasser toutes ces dimensions, aussi bien corps, esprit. C'est exactement ça. Et l'exemple le plus classique pour nous dans le sport, c'est Djokovic, le tennisman, qui a tout gagné, qui a réussi sa vie d'un point de vue sportif. Franchement, ce qu'il a réussi était exceptionnel. Qui, à un moment donné, a eu un creux dans sa trajectoire, sa carrière, parce que justement, il ne trouvait plus de sens à ce qu'il faisait, il ne trouvait plus d'intérêt à faire que gagner. Et puis, il a un parcours aussi assez mystique pour le coup. Il a beaucoup travaillé avec notamment une sorte de gourou de la méditation, très axé sur la bienveillance et l'amour au sens large, et qu'il a un peu détourné de sa quête sportive. Il a dû prendre tout ça en considération. Il a changé son alimentation, beaucoup de choses dans son quotidien, et il a là retrouvé une sorte d'équilibre entre le fait de performer dans le sport, le tennis, tout en étant au clair avec lui-même, ses besoins, ses valeurs, ses objectifs, et en ayant trouvé une sorte d'équilibre global. Mais c'est long, des fois. Oui, tout à fait. Et vous citez également Richard Davidson, ce célèbre chercheur en psychologie, qui dit que nous n'avons pas tous le même cerveau. Et comment, en tant que préparateur mental, vous vous adaptez à ces différents cerveaux, si on peut dire, et est-ce que votre accompagnement est différent à chaque fois à ce moment-là ? Alors, je pense que je n'ai pas des patients classiques ou plus.
pour 2 raisons. J'ai fait le choix d'avoir des patients avec des profils très atypiques et même, je pense que naturellement, ils vont vers moi, en fait. On se connecte de façon assez intuitive. Donc, concrètement, je n'ai plus que des clients patients qui ont des profils de surdoués, d'HPI, d'hyperactifs, tout ça mélangé. Parce que, pour être très clair avec vous, même si c'est des fois un peu, je sais, dur à entendre, les gens qui vont vers l'excellence et qui y arrivent, qui font tout pour ça, ont des profils atypiques. Donc dans atypique, on peut mettre plein de choses. Moi, j'y mets vraiment des profils atypiques d'un point de vue émotionnel, de rapidité d'esprit, d'intelligence cognitive, de sensibilité, de tout ça. Et donc ces profils-là ont besoin de plus d'outils que la moyenne, plus de réponses que la moyenne. Ils ont des besoins plus intenses que la moyenne. Et donc, moi, je bosse quasiment plus qu'avec ces profils-là. Donc, ils se ressemblent quand même à peu près tous, mais en effet, leur niveau d'exigence, leurs attentes et leurs besoins sont beaucoup plus grands que des gens avec des profils un peu plus classiques ou normés, si on parle vraiment sur des lois statistiques et des courbes de Gauss ou vraiment avec des critères comme ça de différenciation très psycho-scientifique. Mais le suivi va être toujours adapté à leur profil, dans le sens de profil d'hyperactif, de surdoué, tout ça, et aussi à leur personnalité. Mais ce qui me pose question, c'est justement quand on a un profil atypique, HPI notamment, on est très porté sur la perfection, le perfectionnisme. Il y a également souvent une hypersensibilité qui est associée. Ça doit être d'autant plus complexe d'arriver à accompagner ce cheminement vers l'excellence pour des personnes qui ont toutes ces caractéristiques-là. C'est très juste. On va parler concrètement du coup. En effet, ces profils-là ont une recherche de perfection constante. D'intensité aussi. D'intensité, absolument. Pour eux, le mot de sacrifice n'a pas de sens. Ils font juste les choses parce qu'ils aiment les faire et que ça ils y trouvent du positif. Et même s'ils finissent à la fin cramoisis à vomir tout, pour eux, ce n'est pas en soi un sacrifice. C'est presque normal ou c'est une étape dans leur objectif global. Donc la notion qu'on doit travailler avec eux, qui là pour le coup est très psycho, voire à mon sens presque mystique ou en tout cas qui sort un peu des sentiers battus de la psychologie scientifique traditionnelle, c'est le lâcher prise. Donc c'est une notion qu'on doit aborder avec eux inévitablement. On ne les fera jamais lâcher prise totalement, surtout c'est pas possible. Mais il faut qu'ils acceptent en tous les cas la petite part de non-contrôle sur les choses, sur leur avenir, sur leur entourage, sur leur environnement, et donc accepter aussi donc qu'ils n'atteindront jamais la perfection. Ce qui n'est pas simple. Et ce mot de lâcher prise qui est quand même pas mal galvaudé, qu'est-ce que vous mettez derrière en tant que préparateur mental et que psychologue ? Alors, j'y mets 3 grosses choses. Donc, j'ai différents outils pour travailler ça. Soit au cabinet, soit je fais appel à des consultants avec qui je travaille pour travailler ça de façon plus physique ou plus sur des techniques, on va dire, traditionnelles, sport de combat ou des arts, etc. Des techniques vraiment, je dirais, presque ancestrales en fait, mais qui ont vraiment, aujourd'hui, je trouve, tout leur intérêt. Pour ce qui me concerne au cabinet, je travaille avec le lâcher prise sur 3 éléments qui sont lâcher prise sur la mort, qui est propre à tous les êtres humains. On a tous une peur fondamentale de mourir, qu'on a en plus intellectualisé, parce que comme on anticipe tout, évidemment, on réfléchit à tout ça, on cherche des réponses, on se pose 10 000 questions et on essaye d'anticiper tout ce qui peut être dangereux et ça peut prendre des fois des proportions extravagantes. La deuxième sorte de lâcher prise où ils doivent travailler, c'est le regard des autres. Ce qui, chez ces profils-là, est plutôt facile parce qu'ils se distancient assez facilement du jugement. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous êtes sportif pro, là, je pense en ce moment beaucoup avec des rugbyman près de chez moi, sur Bordeaux. Quand vous jouez devant un stade rempli, devant 50 000 personnes, déjà, vous avez la pression de tous ces yeux-là autour de vous et vous devez la prendre telle quelle et l'assumer. Puis vous avez aussi une pression vraiment qui est très instinctive, animale, que vous ressentez dans un stade. Faut y être, hein, c'est vraiment très particulier. Et quand vous rentrez à la maison, si vous avez raté une action ou fait un match moyen, vous êtes harcelé de messages sur tous les réseaux sociaux. Voilà, donc vous n'avez pas le choix que vous détacher de la pression sociale et de regard des autres. Parce que sinon, vous êtes cuit.
vraiment. Et plus vous montez les étapes, plus vous montez donc d'un niveau jeune, école de rugby ou de centre de formation foot, à l'équipe première, à titulaire, à l'équipe de France et tout ça, et plus le nombre d'yeux sur vous augmente, et plus le nombre de critiques est important. Voilà, donc c'est de fait, ils doivent apprendre à accepter ça. Et la troisième chose donc ils doivent apprendre, on en a déjà un peu parlé ensemble, c'est la perfection. Voilà. Et là, pour eux, c'est plus délicat. C'est accepter, lâcher prise sur le fait qu'ils ne pourront pas être parfaits et qu'ils n'auront pas la maîtrise de tout le temps. Et là, maintenant, je vais en venir aux sportifs du quotidien que nous sommes tous. Donc là, vraiment, pour nos auditeurs, de voir, je sais que parmi vos compétences, il y a l'apprentissage de mieux gérer le stress. Face à la situation actuelle, aux tensions actuelles, est-ce que vous constatez une augmentation du stress, depuis le début notamment de la pandémie, mais aussi de la crise climatique et de tous les enjeux de société énormes qui sont actuels? C'est une époque où il y a beaucoup d'inédits, d'imprévus, où on doit pouvoir être souple, rebondir très, très souvent. Et comme on sait, vous l'avez évoqué, que le cerveau aime anticiper, il aime un peu la routine. Quels sont vos conseils pour apaiser et augmenter nos habilités mentales dans cette incertitude radicale? Oh, c'est une question qui mériterait un débat de 2 heures. Vous savez, je suis en complément formateur, donc je forme dans différents contextes, notamment en ce moment beaucoup à l'hôpital. Donc j'y étais encore hier et avant-hier, et je formais là-bas, et j'utilisais justement les gens que j'avais en face de moi. Je dis, mais c'est marrant parce que je suis venu il y a 1 an chez vous, juste après le début du déconfinement, et je n'avais jamais vu des gens aussi stressés de ma vie en face de moi. C'était, mais dingo, vraiment. Tous les gens que j'ai vus, infirmiers, aides-soignants, ASH, médecins, ils étaient tous à un niveau de stress, mais franchement intenable. Parce qu'ils étaient pris déjà dans le système du soin de l'hôpital. Donc, ils avaient de plein face tous les malades, toutes les urgences, tous les changements de normes, de directives toutes les semaines. Ça devenait ridicule et n'importe quoi. Confrontés au manque de matériel, de finances, enfin, vraiment, je pense qu'ils ont vécu l'enfer. Et en plus de ça, ce sont des profils de gens très anxieux. Voilà, ce sont des profils souvent d'hypersensibles, qui donc anticipent beaucoup les choses, qui ressentent beaucoup les choses et qui... donc là, pour elle et pour eux, c'était vraiment le sommet du stress et de l'anxiété. Donc vraiment, je les ai vus en plein face, je me suis dit, waouh, vraiment là, ça va mal finir parce qu'ils vont pas tenir comme ça longtemps. Ce qui est le cas. Beaucoup sont mis en arrêt maladie, enfin beaucoup là veulent arrêter. Enfin, c'est vraiment la situation du soin est, je trouve, compliquée en ce moment en France. Et c'est aussi dû au fait que ces personnes-là manquent d'outils, tout simplement. On ne leur a jamais appris à gérer leur stress et leurs émotions. On leur a appris des compétences très techniques, très axées sur le soin, la santé, voilà, mais on ne leur a pas appris à gérer leur stress et leurs émotions. Sauf qu'ils sont confrontés tous les jours à la mort, à la douleur, à la maladie, à des gens qui vont mal, qui expriment beaucoup leur douleur, leur peine. Et je ne sais pas si humainement on peut résister à ça. Il y en a qui arrivent parce qu'ils ont leur propre routine, ils ont leur propre stratégie, leurs propres actions, routines, tout ça, et ça marche, mais globalement, c'est quand même très délicat. Moi, je vais le voir en psychologie. Quand j'étais au cabinet en psycho, des fois, je montais à 10 patients par jour. Bon, on ne tient pas comme ça à la route longtemps, hein, c'est pas possible. Parce qu'il faut forcément avoir des activités autour pour se rééquilibrer, pour libérer toutes ces tensions, toutes ces émotions négatives. Il faut beaucoup de temps pour retrouver une sorte de stabilité, juste cognitive et émotionnelle. Donc aujourd'hui, en effet, je constate que nous manquons tous cruellement d'outils pour gérer nos émotions et notre stress. Parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. On ne l'apprend pas à l'école, on l'apprend des fois un peu au sport, où on vous apprend à respirer, à souffler, à vous relaxer, on vous apprend à avoir un plan avant les matchs, une stratégie, tout ça, mais c'est encore vraiment très 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 précaire, où ça manque encore un peu de précision, mais on ne l'apprend pas globalement. Sauf que dans le monde dans lequel on vit, même si on n'est pas en guerre, même si on n'est pas en crise fondamentalement, on est quand même dans un moment de basculement de plein de choses, où beaucoup d'univers sont en passage d'une autre génération, notre fonctionnement, d'autres outils, etc. Et on sait que cérébralement, le passage de cycle est toujours difficile à mettre en place, pour certains plus que d'autres, et demande d'être outillé, mais on ne l'est pas. Donc,
il faut s'outiller. Moi, l'outil qui a changé vraiment mon fonctionnement personnel et mon travail, c'est la méditation. Je vous le redis, c'est vraiment l'outil qui m'a le plus aidé. Mais c'est pas le seul. Méditer, se mettre en place des routines du quotidien, de sommeil, d'alimentation, de récupération, faire du sport, évidemment. Je considère que tout passe par le corps. Et je dis souvent aux gens que j'ai en formation, pour le coup, ou en suivi, que nous, on va travailler ensemble l'aspect mental. J'ai plein d'outils pour ça. J'ai une boîte à outils quasiment illimitée. Mais s'ils veulent que ça marche, il faut qu'ils bougent. Donc, le terme de sport, souvent, leur fait peur. Alors, je le dis par provocation, un peu justement pour les faire réagir. Mais le terme plus juste, ce serait le mouvement. Il faut qu'ils retrouvent du mouvement dans ce qu'ils font au quotidien. On devient trop assis sur des chaises à ne pas bouger. Moi, quand j'étais, je veux dire, en tant que psy préparateur mental, j'étais 8 heures sur ma chaise. Non, bah, c'est pas possible. Il faut bouger, il faut aller au travail en marchant, il faut faire du vélo, il faut faire, je pense, des sports de combat aussi pour retrouver une stratégie de défense, consolider un peu la peur de la confrontation, du conflit, tout ça. C'est important d'avoir des armes pour se défendre, ne serait-ce que d'un point de vue cérébral. Il faut avoir du souffle, du cardio, il faut, voilà, tout ça. Donc le mélange en fait des bonnes routines, c'est de faire un peu de sport, beaucoup de travail cognitif, donc de méditation, d'activités de pleine conscience ou de contemplation, et des activités plus sur les émotions, donc d'avoir des stratégies pour bien gérer ces émotions, savoir les quantifier, les mesurer, les évaluer, les accepter. Et glisser peut-être un petit peu la joie et le plaisir du lien, dont on a été beaucoup coupé les derniers temps. Tout à fait. Et je vous avoue que moi, qui viens du monde de la performance, je n'étais pas jusqu'à maintenant très axé sur le lien affectif ou social humain. J'étais vraiment dans une démarche très de résultats. Et je viens vraiment à changer d'avis parce que je me rends compte qu'en effet, le lien, c'est tout. L'affectif, la relation aux autres, ça dit beaucoup de nous et c'est, je pense, je trouve qu'à la fin, les gens sont heureux d'avoir fait une formation, d'avoir fait telle activité physique, d'avoir fait telle, je ne sais pas quoi, activité sociale, culturelle, si avant tout, ils ont créé du lien. La connaissance de tout ce qu'on a appris est intéressant. Les compétences qu'on développe, c'est évidemment aussi très cool. Mais le lien est, je pense, presque plus fort que le reste. Donc, en effet, c'est peut-être la base, finalement. Et dans cette boîte à outils, vous avez soulevé un point très important. On n'est pas éduqué, on ne reçoit pas d'éducation au stress durant notre enfance. Corrélé à ça, on a vu là très récemment des études qui montrent que les enfants manquent cruellement de mouvement, de plus en plus, comme vous l'avez dit, avec les écrans, etc. Est-ce que la clé ne serait pas aussi d'apprendre à gérer le stress dès le plus jeune âge ? Pour moi, c'est la clé, absolument. Fondamentalement, quand je suivais, maintenant c'est plus le cas, mais quand je suivais beaucoup de jeunes adolescents, je considérais que j'étais là pour accélérer leur maturité émotionnelle. Voilà, je leur faisais gagner 3-4 ans de maturité émotionnelle et ça passe beaucoup par le stress, la gestion du stress et des émotions. Parce que, je prends un exemple, mais dans mon parcours, j'ai fait un Erasmus et j'étais étudiant en Allemagne. En complément de ça, je suis resté après là-bas et j'ai été prof dans des lycées, un gymnasium, des lycées-collèges allemands. Et c'était pour moi un choc parce que quand j'étais étudiant et quand j'étais après prof, au moins chaque semaine de mon emploi du temps, je devais faire un référat, un exposé à l'oral. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable, j'ai fait une thèse après en psycho, donc 8 ans. Et je pense qu'en 8 ans, j'ai dû faire 2-3 exposés devant tout un amphi ou une classe. Je me dis, mais c'est quand même dingue, ces gamins, ils apprennent toutes les semaines à parler en public, prendre la parole, du coup, gérer leur stress, leurs émotions, et nous, on est, largués. Et alors, du coup, je peux vous promettre que le niveau de langue étrangère à l'oral des Allemands comparé à nous, mais c'est caricatural, vraiment. Ils sont très bons et on est vraiment beaucoup plus anxieux qu'eux et on n'ose pas prendre la parole. Donc, en effet, le système scolaire actuel n'est pas assez, je pense, ancré sur le réel, concrètement, et sur les compétences d'aujourd'hui qui sont avant tout de savoir gérer son stress, ses émotions, son attention, et on devrait développer ça. Alors, je comprends la démarche de développer de la culture, des connaissances, c'est en effet la base de l'école républicaine, pour employer des grands mots, mais
les compétences d'aujourd'hui, les besoins qu'on a par rapport à nos activités, notre travail, tout ça, sont aussi très émotionnels et on doit vraiment apprendre ça, en fait. Vraiment. Vous parliez peut-être d'arts martiaux ou en tout cas de techniques. Votre livre commence avec une citation de Taquan, donc du livre Le Zen des samouraïs. Je cite « J'ai un assistant qui s'appelle le vide. Il m'interroge quelquefois et je lui réponds. Je lui ai expliqué tout ce qui flotte dans ma tête et il me répond. Le pinceau a glissé sur le papier. Vous soulignez là le rôle du vide dans la créativité et l'imaginaire. Vous nous avez parlé de la méditation, mais est-ce que vous avez d'autres, je dirais, outils ou en tout cas d'autres arts qui nous permettraient d'atteindre ce vide qui est un excellent assistant dans le brouhaha et le brouillard constant dans lequel on est pour l'instant avec nos écrans, l'anxiété, les infos, etc. Oui, je m'inspire beaucoup en fait des arts martiaux. Vous savez, il y a différentes formes de méditation et différents courants aussi de méditation. Moi, je suis vraiment sur une approche, je pense, qui est très similaire aux arts martiaux et à l'approche pas de guerrier, enfin guerrier en tous les cas pacifiste ou tranquille. Mais je m'intéresse beaucoup à ce que les arts martiaux ont proposé, qui encore une fois n'est rien de nouveau. Ça a été écrit, travaillé depuis des millénaires, parce qu'ils ont vraiment fait le lien, je trouve, entre l'art, le sport, le combat et le travail physique et mental. Il y a tout dans les arts martiaux, vraiment. Alors après, il faut des fois un peu l'adapter à nos projets, nos parcours, etc., nos modes de vie ici, mais il y a tout dans ces arts-là. Donc, outre la méditation, je propose souvent de faire des petites choses très cool. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien faire avec les patients. Je leur dis par exemple, sur une journée, pour travailler un peu ton ego et ta capacité de concentration et aussi d'impulsivité et tout ça, tu vas essayer de ne jamais t'opposer. Donc, tu évites dans ton langage tous les mais, oui mais, nanana, nanana. Voilà, tu essayes juste d'écouter, de rebondir ou pas, mais de ne jamais t'opposer. Et ça, c'est déjà en soi un petit challenge. C'est un sacré défi. Exactement. Donc c'est très proche de ce qu'on fait dans les méditations. On vous dit des fois on part en retraite 2 jours en silence, 1 semaine pour les plus aventuriers, mais voilà, c'est ce genre de technique-là que j'aime beaucoup faire. Après, je suis aussi très adepte des sports de combat, je vous l'ai dit, ou des techniques vraiment artistiques. Et j'aime bien aussi le fait d'essayer plein de choses. Parce que quand vous essayez une nouvelle technique, vous êtes un peu un disciple, vous êtes un naïf, vous ne savez rien faire en fait. Donc vous êtes en position de vous laisser guider. Voilà. Et donc vous n'avez pas le choix que de perdre le contrôle de la situation et de vous remettre en situation d'être une sorte d'élève avec un maître qui des fois est bien plus jeune que vous, mais qui connaît très bien ce qu'il fait en fait. Donc j'aime beaucoup ça. Donc après tout peut marcher, hein. Ça peut être de la couture, de la peinture, ça peut être la calligraphie si on parle plutôt sur les arts japonais, ça peut être le tir à l'arc, c'est très intéressant. C'est assez illimité en fait, vraiment illimité. Et ça travaille en plus la flexibilité de notre cerveau, notre neuroplasticité. Donc c'est intéressant. Voilà. Et on va rejoindre aussi certaines connaissances par rapport à la psychologie positive, où on nous explique que également la flexibilité de nos émotions est une garantie, enfin, ou en tout cas est garante de notre équilibre et de notre bien-être. Donc on travaille cette flexibilité à différents endroits à ce moment-là. Exactement. Alors ça pour moi c'est vraiment un terme clé. Donc dans mon approche, c'est vraiment des termes clés. Je vous ai dit, donc il y avait lâcher prise, instant présent, tout ça. Mais alors la flexibilité mentale, pour moi, c'est le nerf de la guerre, vraiment. Parce que celui qui n'est pas flexible, il est rigide par définition, mais il est aussi empreint d'émotions négatives, de colère, d'agressivité, de stress, d'anxiété, et en fait, il est inapte au changement. Ce qui n'est pas très grave en soi si on ne veut pas bouger, sauf que le monde change tout le temps et qu'on doit tout le temps développer de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, rencontrer plein de gens, bouger, voire migrer, ça va sûrement arriver bientôt, etc. Et que si vous n'êtes pas apte au changement, eh bien c'est très difficile dans le quotidien actuel, voire c'est une souffrance, je pense. Il faut vraiment essayer de faire en sorte de développer sa flexibilité mentale.
très tôt et de le maintenir en place autant que possible, parce que je pense qu'avec l'âge, on devient quand même un peu plus ancré sur ses bases ou sur son confort de vie, et on aime moins se bouger, et on est moins flexible, mais quand même, il faut travailler ça, c'est très important. Et de l'importance de travailler aussi sa flexibilité corporelle, puisqu'on sait que ça va ensemble. Mais j'avais justement une question qui rejoignait ça. Dans notre société où on voit bien que la peur est quasiment entretenue, ou en tout cas savamment entretenue, pour nous anesthésier, vous êtes quand même aussi un spécialiste de la prise de risque. Comment oser encore justement ne pas s'arc-bouter sur le connu et le confort je dirais, d'un ancien monde? Comment oser vivre, oser changer, oser même être heureux? Peut-être que ce n'est pas toujours possible. C'est ça la difficulté. Donc là, je parle quand même psy pour le coup. Souvent, j'avais le réflexe d'évaluer entre 0 et 100% la flexibilité mentale de mes patients. Et je sais d'expérience que entre 0 et 30%, je ne vois jamais ces gens-là en cabinet. Jamais. Ou alors ils viennent parce que leur femme les force à venir avant de divorcer. Ou parce qu'ils sont blessés, ou qu'ils ont très mal quelque part et ils cherchent du coup une solution un peu miracle qui peut passer par un psy en dernier recours. Mais c'est vraiment en dernier recours. Donc ces gens-là, on les voit quasiment jamais et en formation et en suivi. Parce que même en formation, si on leur impose, ils sont malades la veille, ou ils ont un empêchement, ou ils viennent mais ils boudent et on n'arrive à rien. Donc ces profils-là, je ne pense pas qu'ils sont en capacité vraiment pure de pouvoir changer. Il faut faire un plus gros travail psycho-corporel, individuel, et je pense qu'ils sont bloqués. Leur cerveau bloque quelque chose et le changement est très difficile, voire leur paraît improbable. Entre 30 et 50%, là on peut déjà travailler, on peut faire beaucoup de choses et on a une porte d'entrée avec eux et on peut proposer des activités, on va y aller tranquillement par contre, parce que sinon on sait qu'on va les faire paniquer, qu'ils vont vous dire, enfin, leur cerveau, leur petit ego va leur envoyer plein de messages négatifs et va leur dire de se tailler, de rentrer à la maison et de ne plus revenir en suivi ou en formation. Et au-dessus de 50%, là on peut tout faire. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est un débat que j'ai souvent avec mes collègues qui sont étrangers, parce qu'en effet, je pense que c'est aussi culturel. Il y a des pays qui sont plus flexibles que nous, et il y a des pays où les gens sont habitués à plus de changements, plus de flexibilité, du fait sûrement du système économique, du système aussi politique qui est en place, et aussi de la dégénération et de l'âge moyen de la population. Ça peut beaucoup aider. Et en France, je ne saurais pas l'estimer exactement, mais en comparaison avec des pays où j'étais en ce moment, enfin récemment pour travailler ou pour voyager, je vois bien qu'on est quand même un peu bloqué. On n'est pas flexible. On est vraiment dans des changements de génération, de plein de choses. Et le changement, c'est maintenant, mais on attend quand même un peu avant de changer. C'est toujours politiquement, c'est un très bon slogan parce que tout le monde veut changer. En théorie, mais en pratique, il y a plus de résistance. Donc, Oui, effectivement, j'ai vu dans certains pays confrontés à des situations très en dents de scie, notamment, je pense à l'Argentine, où, pour moi, c'était des champions de la flexibilité et du système D, et de rebondir sur des situations qui peuvent nous sembler dramatiques et qui pourraient nous aspirer vers le fond. Là, c'est au contraire un tremplin pour rebondir, et c'est de la vitalité qu'on y trouve. Exactement. Je parle de l'Argentine parce que je connais mieux, mais il y a plein d'autres pays où on peut rencontrer ça. Ça, par rapport à ce qu'on peut rencontrer sous nos latitudes, c'est très différent en tout cas. Mais c'est interrogeant politiquement, parce que souvent on me demande, par exemple, moi je vois dans le sport, on me dit, là je rentre par exemple d'Ukraine. Quand j'ai vu la façon de s'entraîner des Ukrainiens comparé aux petits Français, je me suis dit, ah oui, on est vraiment très gentil à l'entraînement. Et très pédagogue, ce qui est très bien. Mais quand même, il y a la critique là de plus en plus dans les fédérations de savoir s'il n'y a pas trop de confort à l'entraînement. Parce qu'il y a des sports, en tennis avec Djokovic, il y a des sports comme ça où la concurrence est devenue énorme, et on sait que pour être numéro mondial ou dans les 10 meilleurs mondiaux, il faut vraiment avoir des gamins avec des profils exceptionnels et qui n'ont pas peur, ou qui vont travailler pour avoir moins peur, qui surtout ont une capacité de goût de l'effort et de dépassement qui est hors norme. Voilà, donc ça veut dire se faire mal. En traduction, si vous voulez, un peu plus normative ou langage courant. Et on n'ose plus se faire mal. Et on n'ose pas faire mal, voilà.
Donc, il y a un débat en ce moment, savoir si on a trop de confort dans le quotidien. Et en effet, le confort, ça ramollit un peu. Donc, il faut pas hésiter des fois à bouger, à se mettre en difficulté, à déménager de force, à changer de travail de force, à aller un peu dans la difficulté pour justement savoir rebondir et faire de cette difficulté une sorte de réussite ou d'apprentissage pour développer d'autres outils, d'autres compétences au fil du temps. Mais c'est une question complexe. Sur un plan très pratique, est-ce qu'il existe une alimentation pour le cerveau, c'est-à-dire une nourriture peut-être au propre comme au figuré, qui nous permettrait d'optimiser nos fonctions à la fois cognitives, mais aussi émotionnelles, corporelles, pour vraiment être au top de l'excellence? Dans quel sens, nourriture? Nourriture, alimentation réelle ou figurée. Ouais. Je pense au figuré parce que sur votre site, vous vous présentez comme quelqu'un de passionné. Et je me suis dit que c'était peut-être la meilleure nourriture pour le cerveau d'être passionné. Mais également peut-être au niveau alimentaire, quels seraient vos conseils pour vraiment prendre soin du cerveau? Alors, mon conseil alimentaire, ça sera très simple, de voir des gens pour ça spécialistes. Ouais. Voilà. Parce que c'est pas du tout mon domaine. Alors, il se trouve que dans mon travail, je travaille avec des consultants, avec des collègues qui sont en diète, etc., nutritionnistes ou qui ont des approches très, très fines, justement, des besoins des sportifs et même, je dirais, de chaque discipline et de chaque poste par discipline. Donc, en effet, il y a une alimentation qui est à privilégier pour chaque sportif, mais là-dessus, c'est pas du tout là que moi, je vais m'aventurer à donner des conseils. Par contre, pour ce qui sera nourriture, on va dire intellectuelle, là, je peux vous donner plein de choses comme outils. En effet, je considère que mon travail, c'est aussi beaucoup ça. C'est-à-dire, je vais amener des compétences chez les sportifs ou chez les gens avec qui je travaille, amener des outils, mais je vais aussi amener de la connaissance et je tiens fortement à ce qu'elles ne viennent pas que de moi. C'est-à-dire que je vais leur conseiller directement, indirectement, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'autres de mes collègues qui, je trouve aussi, développent des choses hyper intéressantes, des podcasts, comme on fait là, des documentaires, des vidéos, des bouquins. Et le cerveau doit se nourrir intellectuellement pour mieux comprendre le monde dans lequel il vit et se sentir plus fort. Voilà. Donc la nourriture, elle passe beaucoup aussi par l'intellect. Et donc il faut les nourrir et il faut les nourrir aussi un petit peu émotionnellement. Donc là, je viens un peu à développer la partie artistique de chacun des clients avec qui je travaille. Parce que j'aime bien les faire sortir un peu de leur cadre habituel. Soit à l'entraînement, soit en dehors, dans des démarches plus personnelles. Et j'aime bien les amener au théâtre, au cinéma, ou les conseiller d'aller voir telle pièce, les amener à lire, etc., évidemment, à faire telle expo, tel musée. Et en fait, pour eux, c'est très enrichissant. Parce que souvent, ils perdent en efficacité, pour le coup, à ne faire que ce pour quoi ils sont payés, ou ce qu'ils aiment faire. Et plus ils s'ouvrent, plus ils mettent des couleurs dans leur palette, des couleurs émotionnelles, des couleurs artistiques, et plus ils sont riches. Et de la richesse, ça crée des nouveaux sportifs, parce qu'en fait, ils deviennent plus créatifs, plus maîtres de leur destin, ils ont des nouvelles idées, ils inventent des choses, et ça passe par l'art. Voilà. Et c'est corrélé à la passion. Tout à fait. Avant de nous quitter, j'ai une dernière question. Votre site s'ouvre sur ce qui vous guide, la liberté. Vous ne devez pas être vraiment à la fête pour l'instant. Comment nous conseillerez-vous de prendre soin et de déployer une liberté intérieure pour faire un peu contrepoids à notre liberté qui est un peu brimée à l'extérieur actuellement? Karine, on finit sur une question complexe. J'ai mis liberté parce que, encore une fois, avec le temps, tout ça, je me suis rendu compte que c'était pour moi le fondement de ce que je faisais et que sans ça, je perdais mon âme. Voilà. Alors, c'est sûrement lié à mon origine culturelle, parce que je viens du monde des gens du voyage, manouche, et que chez nous, c'est le premier élément, c'est être libre dans tout ce que l'on fait. Dans le mouvement, dans le travail, qui pour nous est quasiment secondaire, dans la façon de parler, de s'exprimer, d'avoir un sentiment d'appartenir à un groupe, d'être libre, d'en sortir, d'y revenir et de bouger autant que l'on veut, avec qui l'on veut. Et ça, je pense que ça m'a vraiment construit sans que je me rende compte, parce que c'est quasiment anthropologique, donc c'est très profond. Et dans mon travail, je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que l'entreprise que je crée, les gens avec qui je travaille, j'essaie de leur emmener ça aussi. Alors, tous n'ont pas ce besoin-là autant que moi. Certains ont besoin de plus de confort, de sécurité. Donc, j'essaie de remplir à ce besoin-là.
mais j'essaie quand même de leur développer au maximum le besoin de liberté et d'être indépendant. Parce qu'on est seul, on vit seul et on meurt seul en fait. C'est un peu un précepte comme ça, un peu facile, mais je pense que c'est quand même aussi une part de la réalité. Et donc il est bon que chacun apprenne à vivre seul et à se détacher donc du regard des autres et aussi du besoin d'affectif trop grand des fois qu'on a envers les autres. Parce qu'il me semble que à trop dépendre de la vie d'un tel ou à trop dépendre affectivement de quelqu'un, à mon amour, je pense qu'on y perd un petit peu de soi et il faut apprendre à vivre soi et pour soi en partie, tout en restant évidemment altruiste et ouvert aux autres. Mais je pense qu'on est plus altruiste et qu'on est une meilleure personne si on vit déjà mieux soi. C'est ça. Et donc, c'est vraiment aussi développer cette liberté intérieure qui, quelque part, ne dépend pas des conditions extérieures. C'est-à-dire qu'on peut être libre, on l'a vu avec des personnalités comme Mandela, on peut être libre même en étant enfermé de façon au propre comme au figuré aussi, d'ailleurs. Exactement. On peut être libre et c'est un bon exemple parce qu'en effet, on vit quand même dans un contexte socio-politique très libre. On a quand même beaucoup de liberté de mouvement, d'action, etc. Alors, des fois, c'est un peu critiquable et on peut en parler, mais globalement, on n'est pas en dictature, on est quand même libre de faire beaucoup de choses au quotidien et il faut l'apprécier à sa juste valeur. Il suffit juste de des fois partir à l'étranger, de savoir comment ça se passe là-bas pour se dire quand même, on est pas mal ici. Cette liberté, comme vous dites, transgénérationnelle de vos origines, est-ce que ça vous donne envie parfois de tout plaquer et de partir sur les routes, de vraiment sortir donc de quelque part d'un cadre de travail, de performance, d'excellence. Bien vu. Oui, tous les 6 mois. Tous les 6 mois, j'ai envie de tout plaquer et de partir ailleurs et de faire autre chose. Mais en fait, après, je retrouve une sorte de stabilité et de rationalisation dans tout ce que je fais. Vu que maintenant, je ne bosse plus pour moi, mais pour plein de gens et qu'on a une équipe, j'essaie de mettre tout ça dans le contexte. Mais oui, il y a régulièrement quand même chez moi l'envie de partir, de faire autre chose, de bouger, qui est assez récurrente. Et d'ailleurs, vous vous définissez au tout début de votre livre, dont on a parlé, Un mental pour gagner, vous définissez comme un funambule, un peu justement à l'image de l'empreinte familiale. Peut-être que comme mot de la fin, ce serait ça, c'est de devenir tous des funambules sur ce fil un peu incertain de l'existence actuelle et d'optimiser ça avec une quête de bonheur, avec une forme d'excellence. Faites du cirque, c'est un très bon conseil final. Merci Anthony, je vais juste rappeler vos ouvrages les plus récents, donc Un mental pour gagner, comment atteindre l'excellence, paru chez Vigo, mais également Tout savoir sur l'ego, donc analyser les mécanismes pour les dépasser, et là c'est publié chez Améthyste. Merci et à bientôt. Jeune, il aurait aimé être écrivain, ce qu'il est devenu d'ailleurs. Mais il a choisi d'être neurologue pour, entre guillemets, assurer ses arrières. Il s'est cogné aux limites d'une médecine sans guérison, celle des grandes maladies, Parkinson, Alzheimer, la sclérose en plaques ou encore la maladie de Charcot. Il appelle à une médecine spirituelle qui embarque les forces de l'esprit dans la guérison. Alors qu'on ne cesse d'encenser les incroyables facultés cérébrales révélées par les neurosciences, son dernier ouvrage ose un titre coup de poing. Le cerveau m'a beaucoup déçu. L'esprit, non. Antoine Sénanque, bonjour. Bonjour Karine. En quoi le cerveau, qui est pourtant votre matériau de travail, vous a-t-il déçu ? Et à contrario, l'esprit pas. Le cerveau m'a beaucoup déçu parce que quand vous êtes neurologue, vous êtes essentiellement confronté à ses limites. En 2021, comme vous l'avez dit, on ne guérit aucune grande maladie neurologique dégénérative. On ne guérit pas la maladie de Parkinson, on accompagne les patients, on traite leurs symptômes, mais on ne guérit pas la maladie. Idem pour la maladie d'Alzheimer, idem pour la sclérose en plaques et évidemment pour la maladie de Charcot, mais qui n'est pas une maladie cérébrale. La maladie de Charcot, c'est une maladie de la moelle épinière. Mais enfin, dans l'ensemble, le neurologue est en permanence confronté finalement à des échecs du cerveau, c'est-à-dire des incapacités du cerveau à lutter contre la maladie, à se renouveler. Et c'est vrai que, alors que j'étais parti en médecine et en neurologie en me disant « c'est formidable, je vais
être au contact de l'organe roi, de l'organe empereur, celui qui est au-dessus de tous, eh bien, je me suis rendu compte que cet organe était fragile, était paresseux, c'est-à-dire ne mettait pas en route des capacités de régénération qu'il semble avoir, peut-être moins développées que dans les autres organes, et paresseux et difficile à tirer d'une espèce de passivité qu'il affiche devant justement les attaques de la maladie. Et c'est vrai que quand vous comparez le cerveau à d'autres organes, par exemple au foie, vous coupez un tiers du foie, le foie se reconstitue entièrement. Imaginez ce qui se passerait si vous faites ça avec le cerveau. Donc le cerveau est limité et je me suis dit que après ce constat, qui est effectivement un constat un petit peu d'amertume, au bout de 30 années d'exercice de la médecine, eh ben, il fallait trouver quelque chose d'autre, parce que, bon, on peut pas réduire le cerveau à une masse gélatineuse et à un ensemble de connexions tout à fait sans âme. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à chercher du côté de l'esprit. Et alors, je me suis effectivement dirigé vers d'autres voies de guérison, avec au sommet d'entre elles les voies de guérison spirituelles, qu'elles soient religieuses ou pas religieuses, parce que les voies de guérison, c'est les guérisons inexpliquées dans un contexte non religieux, et puis c'est aussi les miracles dans un contexte religieux. Je me suis intéressé à tout ça, et je me suis dit que ce serait intéressant, puisque je suis un médecin, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, hein, je suis dans les routes de l'académie, je ne prescris pas de médecine complémentaire, et je pense que je me suis dit que ça serait très intéressant et très utile pour les malades d'intégrer à notre médecine, qui est une médecine purement matérialiste, et bien justement des influences spirituelles. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.